Bonjour LinkedIn, bonjour Facebook, bonjour YouTube. Ça me fait tout drôle parce que je viens de faire ce lancement il y a 1 minute, mais je n'avais pas cliqué sur le bouton de diffusion. Donc je recommence. Bonjour, il est jeudi 17h30 et c'est l'apéro fraîcheur comme tous les jeudis à 17h30 depuis maintenant quelques semaines. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes, bienvenue à toutes. Qu'est-ce que c'est que l'apéro fraîcheur? C'est comme les semaines précédentes, 30 minutes pour parler de ce sujet si important, si courant et si embêtant qui est la surchauffe dans les bâtiments, dans les logements, mais aussi ailleurs, parce qu'avoir chaud, ça ne se fait pas que à l'intérieur. 30 minutes pour le faire d'une manière simple, pratique, mais quand même sérieuse, avec autant d'éléments pratiques, d'éléments explicatifs que possible, et puis vous permettre d'agir, d'améliorer la situation, de monter en compétence finalement sur tous ces sujets. Bienvenue aux habitués, s'il y en a, je suis sûr qu'il y en a, vous allez me mettre les commentaires dans les commentaires, comme ça je serai rassuré. Nous allons nous poser bien tranquillement, voilà, bah merci, c'est bien aimable, voilà, santé à vous, puisque c'est l'apéro. Et nous allons tout de suite commencer cet apéro fraîcheur numéro 7. Allez, clac, je vous mets ça. Bam, bam, on y va. Nous sommes le 13 juillet 2023. Et on attaque. Alors, l'actualité, qu'est-ce que c'est l'actualité? L'actualité, c'est principalement qu'il va falloir se dire au revoir. C'est le dernier apéro fraîcheur de cette saison. Parce que c'est le numéro 7. Ce qu'on avait dit, c'est que les apéros fraîcheurs dureraient jusqu'au 14 juillet. Pourquoi? Eh bien, parce que, ma foi, moi aussi, j'ai besoin de prendre un peu de vacances. J'arrête pas de recevoir en ce moment des messages de gens qui me disent « Ah ouais, on part en vacances, merci, je prends une parenthèse, etc. » Plus sérieusement, puisque le combat contre la surchauffe, contre les usages dévoyés de l'énergie ne s'arrête pas évidemment pendant l'été, c'est également parce que, eh bien, je trouve que c'est bien que les choses soient en quantité limitée, comme l'énergie. Et donc, nous en aurons terminé après cette septième session avec les apéros fraîcheurs. C'était l'occasion de vous redire le grand plaisir que j'ai eu à les animer. On verra ce qui se passe ensuite. Comme vous le savez, peut-être, ces apéros fraîcheurs étaient la suite des apéros sobriété qu'on avait mis en place au début de l'hiver 2022. Devant le succès, devant le besoin également qui nous semble exister pour ce genre de session. Il n'est pas impossible que l'on recommence, peut-être sous des formats un petit peu différents. En tout cas, l'actualité, bonjour Laurent, c'est que maintenant, on a encore quand même 25 minutes d'apéro à vivre ensemble, donc on va en profiter pleinement. Alors, la question de l'abonné. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une question, c'est bizarre parce que je ne pensais pas l'avoir, celle-là. Je pensais qu'elle était spécifique de l'hiver, c'est pour ça que je vous ai mis en bas. Ça ne vous rappelle rien. Parce que c'est celle-ci. Climatisation, faut-il la laisser tourner toute la journée ou l'allumer seulement en rentrant? Alors ça, c'est une copie d'écran que Laurent, tu nous as envoyée. Et c'est curieux parce que vraiment, elle m'a fortement rappelé cette question qui était vraiment le grand standard des discussions autour du réveillon. Voilà, puisqu'on parlait de sobriété, le grand débat était faut-il couper le chauffage quand on s'en va ou seulement laisser un réduit? L'explication qui suivait en général était parce qu'il paraît que ça coûte plus cher quand après il faut faire une relance. Je vous ai mis à droite un florilège de ce qu'on trouve comme vague réponse et quand vous cliquez comme enchaînement de lieux communs et de généralités sur le sujet, quand vous tapotez ça sur Internet, ce qui m'avait amené à l'époque à me dire, vu que tout le monde raconte la même chose, que c'est des lieux communs, que tout cela n'est fondé sur rien, apparemment, y compris quand on va fouiller dans les sources considérées comme officielles, comme l'ADEME, il est important de se pencher sur la question. Et donc, j'avais écrit un article à l'époque, un article sur le blog d'Incube, pour parler de cette question, aborder cette question de la coupure du chauffage. Et donc, pour répondre
à cette question. Je vous propose de reprendre, on va vous mettre le lien de l'article en question, de vous expliquer pourquoi, une fois de plus, d'abord, quand on pose une question en rapport avec le frais ou avec la climatisation, ce n'est jamais que le versant opposé du même problème que l'on peut formuler tout à fait du côté chauffage, c'est-à-dire du côté des saisons froides, mais également pour vous réexpliquer pourquoi cette question, donc celle-ci, faut-il laisser tourner toute la journée ou l'allumer seulement en rentrant, qui est la même chose que de se demander faut-il l'arrêter quand on s'en va, c'est une question qui est mal formulée. Et je m'en vais vous expliquer immédiatement pourquoi. On ne va pas avoir le temps de faire tout, mais on va vous mettre le lien de l'article en question. Est-ce que je l'ai peut-être ici directement? Clac. Je ne crois pas que je l'ai. J'ai demandé à quelqu'un de l'équipe. S'il y a quelqu'un de l'équipe qui est là, je veux bien le lien de l'article sur faut-il couper le chauffage, sinon je vous le mettrai avant la fin. Le problème, c'est quoi? En fait, la bonne façon de poser le problème, c'est un grand classique des designers énergétiques, c'est d'abord de se dire, quand il n'y a personne, dans un endroit, dans un local, il n'y a pas de besoin. C'est même pas qu'il y a un besoin nul, c'est qu'il n'y a pas de besoin. Le besoin est directement lié à notre demande, puisqu'on utilise de l'énergie pour réduire l'écart entre ce qu'on a et ce qu'on voudrait. Bien. Donc, quand on est là, il y a besoin éventuellement de fraîcheur, éventuellement de climatisation, et quand on n'est pas là, il y a besoin de rien du tout. Il est donc, a priori, absurde d'utiliser de l'énergie pour faire quoi que ce soit quand on n'est pas là, parce qu'il n'y en a pas besoin. Ça veut dire que l'état normal d'un appareil, quel qu'il soit, quand il n'y a personne, quand il n'y a pas de service et quand on est absent, c'est d'être éteint. Voilà. Donc déjà, pendant l'absence, l'état normal, c'est que rien ne fonctionne. Et puis, quand on est là, ma foi, il faut le service qu'on estime nécessaire d'avoir. En revanche, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Est-ce que vous voyez ma petite souris Oui, vous voyez ma petite souris quand je me promène. Tout le problème qu'il y a, en fait, salut à tous les gens qui arrivent entre-temps, salut Mohamed, Rémi, Fallon, salut François, et tous ceux que je ne vois pas. Bienvenue. Toute la question, en fait, c'est celle de ce moment-là. C'est celle du moment où on rentre. Parce que, en général, ce qu'on voit du côté chauffage comme du côté clim, on se dit « Ouais, mais si ça n'a pas fonctionné pendant la journée, pendant que j'étais pas là, quand j'arrive, à ce moment-là, eh bien, soit il fait trop chaud, soit il fait trop froid. En tout cas, ça ne va pas, et donc ça prend trop de temps. » Et ça, c'est vraiment fondamental de le voir, de considérer que l'enjeu, le service qui est en fait rendu par l'énergie qui est gaspillée quand je ne suis pas là, puisque je ne suis pas là, donc il n'y a pas de service, mais si on le laisse, c'est en fait pour fournir ce service qui est d'être satisfait dès qu'on arrive. Et on voit apparaître cette notion que je trouve très intéressante à creuser, qui est celle d'insatisfaction acceptable. C'est-à-dire ce qu'on peut accepter comme délai et comme profondeur d'insatisfaction avant d'être satisfait. Parce que là, il y a de l'économie. Et c'est ça qui permet en fait de décaler ce truc qu'on appelle la relance. Voilà. Et ça, on voit la même chose après à l'extinction. Mais ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que, une climatisation qui fonctionne quand il n'y a personne, de toute façon, c'est absurde. 2, l'enjeu, c'est de savoir ce qu'on veut et ce qu'on est prêt à accepter ici, au moment où on arrive. Et donc, par conséquent, de trouver quelle est la stratégie la plus intelligente pour que cette zone-là soit la plus étendue possible et que celle-ci, qui est toujours un gaspillage, c'est pas qu'on n'a pas assez bossé, c'est qu'on n'a pas réussi assez bien à descendre là pour ne pas gaspiller d'énergie à ce moment-là. Eh bien, de voir tout ce qu'on peut faire pour pouvoir diminuer cette zone-là qui est toujours un gaspillage. Et à l'inverse, quand on retourne la courbe et qu'on l'amène à la fin, de voir tout ce qu'il est possible pour arrêter le plus tôt possible, parce qu'il y a ici aussi, à la fin, au moment où on s'en va finalement, une notion d'insatisfaction acceptable. Voilà. Donc, la bonne réponse, en tout cas, la réponse normale, puisque ce qu'il convient, c'est de définir la normalité. La normalité, c'est que quand on n'est pas là, il n'y a pas de clim. Donc, on ne laisse jamais tourner un truc quand il n'y a personne, sauf si. Voilà. Mais c'est sauf si. Et en fait, c'est très important de définir l'état normal
et ensuite d'aller chercher les éventuelles marges de négociation. L'état normal d'une climatisation, c'est d'être éteint. Voilà. Donc, on pourrait réécrire le même article. C'est vrai que moi, je l'avais formulé en chauffage. Quand je l'avais mis sur le blog, j'ai quand même essayé de vous le trouver. Alors, c'est joyeux direct. Je ne sais pas, l'équipe a dû partir ailleurs. Hop. Et le chauffage. Hop. Vous le trouverez sur Internet. Hop. Clac. Je vous le donne. Voici le lien. Hop. Voilà. Voilà l'article. On le remettra dans les commentaires sur les différentes diffusions. Ah bah voilà, il y en a du monde qui le met. Il y a bien du monde qui. Voilà pour la question. Donc, je ne sais plus, c'est Laurent qui nous a fait suivre ce truc. La bonne réponse, c'est non, tu coupes tout quand tu t'en vas et tu te débrouilles pour gérer les transitoires. Voilà. Traditionnellement, dans nos apéros fraîcheurs, nous avons en général le balance ton four, mais je voulais quand même faire un big up à Laurent Maury, qui est là, et en fait sacrifier le temps balance ton four pour d'abord te remercier, Laurent, de ton enthousiasme et de ta présence et de tes recherches, et passer un peu de temps sur ce que tu nous as envoyé sur tes expériences de la semaine passée. J'ai trouvé qu'on te devait bien ça. Donc, la semaine passée, je vous avais proposé de faire cet exercice, plutôt simple, de relever les températures du matin et éventuellement les températures du soir, dans l'idée de voir les pentes. De combien ça monte dans la journée entre le matin et le soir, et de combien on arrive à faire descendre pendant la nuit, entre donc le soir et le matin, quels que soient les locaux auxquels on s'intéresse, que ce soit un logement, des bureaux. Laurent, qui est très studieux, a fait cette expérience toute la semaine, nous a en plus rendu toute une analyse sur les conditions dans lesquelles ça s'est passé. Vraiment, merci Laurent. Et je voulais m'appuyer sur ce que tu nous as envoyé pour approfondir un peu cette notion de la semaine dernière. J'ai trouvé ça plus constructif que de trouver encore un balance ton four, parce que ça a toujours un côté un peu déprimant. On en trouve encore. J'ai eu un débat la semaine dernière sur LinkedIn sur des gens qui trouvaient une maison formidable, alors qu'elle était... Je crois d'ailleurs que c'est Rémi qui est là, qui me l'avait envoyé. Voilà. C'était un très beau balance ton four. Donc, si on prend cette courbe, Laurent, ce qu'on voit, et ce qui est effectivement frappant, alors tu l'as dit, on est dans une semaine presque caniculaire, si on regarde la courbe du rez-de-chaussée, elle oscille très peu. Okay. Ta courbe du R+1, apparemment, elle oscille un peu plus. Ça oscille quand même très peu, tout ça, ce qui laisse penser que tu es dans une maison lourde. Je crois qu'on avait eu l'occasion de voir ta maison. Il y a effectivement beaucoup d'inertie, mais en fait, souvent, ce qu'on regarde, j'allais dire nous les thermiciens, ouais, c'est la différence entre l'amplitude d'oscillation de l'intérieur et les amplitudes d'oscillation de l'extérieur. Ça nous dit en fait à quel point le local auquel on s'intéresse va résonner. Voilà. Et ce qu'on voit quand même sur tes courbes, Laurent, et tu le mentionnes, c'est que ça monte dans la journée, bon ça on n'y peut rien, mais ça monte à peu près, ça descend à peu près la même chose pendant la nuit. Et il y a quand même un point qui est remarquable, c'est ce qui se passe là. C'est que là, quand même, alors certes, il y a ici le soir, au moment où tu prends ton point, la température extérieure est supérieure à la température intérieure, c'est-à-dire que tu as fait un bon boulot ici, mais il y a ici quelque chose autour du croisement. Alors toi, tu as tiré des lignes, donc on ne sait pas exactement ce qui se passe, mais on voit que quand même ici, tout ça, a priori, c'est un écart de température qui devrait permettre un bon déstockage, parce que là, on est quand même à 25-26 à l'intérieur et ça descend à 22 à l'extérieur. Alors, tu as eu en plus la gentillesse de nous envoyer les courbes de température extérieure et c'est là que ça devient intéressant, que ça nous dit, quand on veut affiner cette stratégie que je vous avais donnée, qui était en particulier dans les tertiaires, de considérer qu'on va tout ouvrir, qu'est-ce que ça nous dit? Et je vais vous livrer une méditation, oh là là, mon Dieu, une idée, une suggestion à propos de ça. Ce qu'on voit sur les courbes extérieures, Laurent, que tu nous as envoyées, a priori, qui ont été prises autour de chez toi, c'est que là, alors je reviens, globalement, la température intérieure chez toi, elle tourne autour de 25-26. Voilà.
voire ça monte à 27. Ok. Et c'est quand même élevé, ça. T'as pas beaucoup de marge. Bien. Et ce qu'on voit quand même, c'est que si je regarde les différentes journées que tu nous as envoyées, entre la nuit du 9 au 10, là, vers 2 heures du matin, on est passé sous les 24, donc on est probablement sous la température qui est à l'intérieur de chez toi. Là, on y est passé plutôt vers minuit, et là, le jour d'après, on y est passé, vers, pareil, minuit, 1 heure du matin. Bon. Ça peut être un peu plus tard, éventuellement, quand on est sur des journées vraiment chaudes, mais en tout cas, ça veut dire qu'on a là un gisement important. Bon, qu'est-ce qu'on peut tirer de cette courbe de température extérieure et des températures que tu as là? C'est qu'en fait, si on veut être très précis, la meilleure stratégie, c'est de dire, tant qu'il fait plus chaud à l'extérieur qu'à l'intérieur, c'est-à-dire, allez, je vais dire avant 1 heure du matin chez Laurent, la bonne stratégie, c'est de laisser fermer pour ne pas que la chaleur de l'extérieur entre à l'intérieur. Parce que si on ouvre, alors à ce moment-là, on va continuer à faire entrer de la chaleur à l'intérieur. En revanche, au-delà de 1 heure du matin, 2 heures dans ce cas-là, dans la nuit du 9 au 10, où il a fait spécialement chaud, eh bien, c'est là qu'il faut ouvrir, créer des débits importants pour déstocker. Bon. Évidemment, on se retrouve tout de suite avec le problème suivant, qui est que, normalement, vers 2 heures du matin, on dort. Et donc, faire du pilotage d'ouverture, ça, c'est compliqué. Donc la question à se poser, c'est comment on peut bien se dépatouiller de ce truc-là. Eh bien, ce que je pense aujourd'hui, en tout cas ce que je pratique, je ne vais pas dire ce que je pense, mais en tout cas ce que je fais pour moi, j'ai trouvé que ça m'allait, parce que je suis un peu une situation similaire, en tout cas dans la dynamique, pas des amplitudes de température, ça m'allait de me lever la nuit, vers 2-3 heures du matin, et de faire la tournée des fenêtres et de les ouvrir. Voilà. J'ai trouvé qu'en tout cas, c'était un effort, ou disons un inconfort que j'étais prêt à assumer en regard de l'inconfort que je ne veux pas subir, qui serait lié à une température plus élevée en journée. Je trouve que le deal est pas mal. Le deal me convient. Et alors, c'est pas obligé on n'est pas obligé, de le faire à 1 heure ou 2 heures du matin. Ce qu'on voit, c'est que là, voilà, les heures qui sont vraiment intéressantes, c'est celles qui sont vers la fin de nuit, enfin 3-4 heures du matin. Voilà. Parce que là, on a vraiment les températures les plus basses qu'on peut avoir. Donc, c'est là qu'on va avoir un vrai déstockage. Et en plus, ce qui est pas mal à ce moment-là, c'est que si on n'a pas ouvert avant, la maison est pleine de chaud, enfin, ou le bâtiment, alors que la température dehors est la plus basse, c'est-à-dire que c'est là qu'on aura le tirage thermique le plus important. Donc finalement, on n'a pas tellement intérêt à se lever plus tôt, parce qu'on rattrapera l'éventuel retard sur ces dernières heures, parce que la température est plus fraîche. Et donc, moi, je trouve que ça vaut le coup de se lever. Et alors, là où la réflexion que je voulais vous livrer, c'est qu'en fait, ça nous renvoie à cette histoire de sommeil et de ce qu'on est prêt à faire pour le sommeil. Donc, on peut dire qu'on déborde un peu des sujets énergétiques classiques, quoique, on parle souvent d'énergie personnelle. Je voudrais aussi dire que puisqu'on a parlé du symétrique qu'il y a entre les problèmes de surchauffe et les problèmes de chauffage, c'est pas non plus, pendant très très longtemps, c'était pas inhabituel de se lever la nuit pour recharger une cheminée en bois ou un poêle pour remettre du bois pendant la nuit. Et si je vous dis ça, c'est parce que, en fait, je ne sais pas s'il est là le bouquin. J'ai un de mes bouquins préférés là-dessus. Si, le voilà. Ce qu'on apprend dans ce livre, que je vous recommande fortement, qui s'appelle, je ne sais pas si vous le voyez, La grande transformation du sommeil, c'est qu'en fait, a priori, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, jusqu'à la Révolution industrielle, on n'avait pas un sommeil qu'on appelle monophasique. C'est-à-dire que le fait de faire une nuit d'une seule traite, ce n'était pas notre sommeil naturel. On avait a priori, depuis très 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 longtemps, un sommeil au moins biphasique. Un premier sommeil qui allait en gros, alors à l'origine du coucher du soleil jusqu'à 1 heure, 2 heures du matin. Puis on se levait, on faisait des activités, où on méditait, où on faisait des bébés, où on coupait du bois.
et puis on se recouchait pour quelques heures dans ce qu'on appelait le second sommeil. Et c'est là que je veux faire le lien avec ce que je viens de dire sur le fait de piloter le bâtiment. C'est qu'en fait, à partir du moment où on se dit que ce n'est pas pourrir une nuit que de mettre un intermède au milieu d'une seule phase de sommeil, mais que c'est plutôt quelque chose de normal et de naturel, alors à ce moment-là, on tombe sur quelque chose qui est beaucoup plus gérable. C'est-à-dire que je peux considérer que mon premier sommeil, sur la première partie de nuit, je vais laisser mon bâtiment fermé. Et puis quand je vais me lever, pour ce qu'on appelait à l'époque la dorveille, cet espace qu'il y avait entre les deux sommeils, eh bien, je peux en profiter pour lancer le rafraîchissement naturel dans mon bâtiment. Voilà. Je vous soumets quelque chose qui n'est finalement rien d'autre que ma pratique, mais enfin, je constate que quand j'ouvre ici la maison, les fenêtres qu'il y a, eh bien, je me retrouve le matin avec une température qui est très proche de la température extérieure, qui est ce que tu n'as pas, Laurent. On voit très bien sur tes courbes que tu as envoyé des courbes de température extérieure qui plongent aux alentours de 20, 21, alors que chez toi, ça ne descend pas. Ça ne descend pas sous les 25. Voilà. Donc, ce que je suis quasiment en train de te dire, Laurent, c'est que ça va pas être l'expérience. Là, peut-être vous commencez à vous angoisser sur les expériences de la semaine prochaine. On va dire, oh mon Dieu, il va me demander de nous lever la nuit. Vous faites comme vous voulez. De toute façon, comme c'est le dernier apéro fraîcheur, on n'aura pas l'occasion d'en reparler. Néanmoins, si vous le souhaitez, je vous recommande d'essayer ça parce que vraiment, je trouve que voilà, ce qu'on voit là, eh ben voilà, François, avec le sommeil haché, voilà, faisons de ce qu'on considère un problème une opportunité. Et ce qu'on voit ici, c'est que ça plonge pas. Et en fait, une des choses qui est intéressante de ce livre, une des conséquences qu'on peut en tirer, c'est que c'est en fait à la révolution industrielle qu'on a inventé l'insomnie. Parce que l'insomnie, c'est quoi? C'est de dire, avoir un sommeil haché, comme tu dis, François, c'est pas normal. Mais finalement, à partir du moment, encore une fois, c'est une histoire de définition de la normalité, à partir du moment où on se dit, bah, finalement, c'est plutôt normal, en fait, de faire plusieurs phases de sommeil, eh ben, il n'y a plus d'insomnie. Enfin, en tout cas, ça prend une couleur différente. Voilà. Et ben François, tu nous raconteras. Voilà, j'ai hâte de voir si ce qui se passe quand tu profites de ta nuit pour aller piloter le rafraîchissement de chez toi. Voilà. J'espère, je sais pas, Laurent, tu nous diras également si tu veux essayer. Mais évidemment, puisqu'on parle de beaucoup d'ajustements comportementaux pour préparer nos bâtiments, on avait parlé de ça, hein, de faire des stocks de frais, etc. Les marges de manœuvre qu'on peut prendre sur ce qui nous apparaît comme une contrainte parfois non négociable, alors qu'elle et de retrouver une marge de manœuvre qui nous permet de nous comporter d'une manière plus adaptée, ben, ma foi, essayons, quoi. Et puis si le deal nous semble équilibré, eh ben, allons-y. Finalement, moi je trouve moins dur de me lever en ce moment à 2h du matin qu'en plein hiver quand il fait 12, hein, pour recharger du bois. Allez, du coup, puisque je vous ai dit, il n'y aura pas d'expérience de la semaine, puisqu'on se reparlera peut-être plus tard. Je voulais quand même pas vous laisser sans rien. Et puis, je vous livre ce truc. J'avais envie de vous dire de ne pas sous-estimer le sujet, parce que j'avais regardé cette image-là où je parlais de maintenir la température vraiment très basse. Et puis, il y a 2 jours, on a commencé à publier sur les résultats qu'on obtient au niveau annuel sur une maison, donnée pour être plutôt mauvaise du point de vue énergétique, où en fait on consomme 2 fois moins qu'une maison passive. Bref, ce qui m'a interpellé cette semaine, c'est que des gens, voyant ces résultats, m'ont dit ah, est-ce que tu pourrais me donner des tips? Ah, mais j'ai même laissé les noms, tiens. Voilà. Bah, merci à Cécile et à Claire de votre participation. Et en fait, ces tips, ça me pose question, cette question de tips, parce que je comprends ça comme des petits trucs, des choses faciles, des petits ajustements qui permettraient d'aller chercher des résultats. Il ne faut pas sous-estimer ce que ça demande. Tout ce qu'on a discuté ici depuis ces quelques semaines, ce ne sont pas forcément des choses faciles. Il y a des choses qui, on l'a vu encore juste avant, qui peuvent aller chercher loin dans nos habitudes, dans nos croyances, des choses, des phénomènes un peu complexes. Donc vraiment, je voudrais vous dire de ne pas sous-estimer le sujet. Et puis, avant que je remonte aux questions, je veux qu'il y en a, vous êtes plusieurs à en poser,
Du coup, voilà ce qu'on s'est dit chez Incube. Puisque c'est un sujet complexe, on a eu envie de faire un truc. Alors, deux choses. D'abord, une petite chose marrante, c'est-à-dire qu'on vous a fait un quiz. Allez hop, est-ce que j'ai... Non, c'est pas ça. Hop, il faut que je vous mette le lien. Enfin voilà, vous avez le lien ici. On a mis un quiz en place qu'on a réactivé. C'est un quiz qu'on a mis il y a quelques temps. Il y a une quinzaine de questions sur la surchauffe. Normalement, puisque vous avez suivi les apéros fraîcheurs, ça ne devrait vous poser aucun problème. Et puis, si vous voulez approfondir ces trucs-là, en fait, on a une formation ça fait plusieurs années qu'on a cette formation qui est à l'origine, enfin qui est toujours d'ailleurs, une formation professionnelle assez dense. Il y a quasiment 8 heures de contenu là-dedans où on balaye à peu près, pas à peu près tout. On balaye tout ce qui concerne la maîtrise de la surchauffe, en particulier sur la conception du bâtiment. C'est plutôt orienté professionnel du bâtiment. C'est une formation qu'on a beaucoup donnée à plusieurs centaines de professionnels, qui est une formation en ligne. Et tout ce qui se passe en ce moment, ça nous a donné envie de la ressortir et de la rendre vraiment super accessible. Donc, en fait, on va vous donner, à vous qui avez suivi les apéros fraîcheurs, alors on a cassé les prix, et on s'est dit, on veut vous la donner pour moins de 100 euros. Voilà. Parce qu'on trouve que c'est cool, et que ça fait cadeau d'été. Donc, on vous a mis un code de réduction. Je vous le donne, le code AppFrais, voilà, je vous donne le lien ici dans la page. Si ça vous intéresse d'aller approfondir, d'avoir cette formation, vous pouvez y aller. C'est voilà, ce qu'on peut faire de mieux aujourd'hui. Moi, j'en connais pas d'autres. Je dis pas ça parce que c'est moi qui l'ai faite. Mais si je l'ai faite, en général, je me fatigue pas à faire les trucs que les autres ont déjà fait. Et j'ai pas vu d'équivalent ailleurs. Voilà, donc je vous laisserai aller découvrir si vous voulez. Mais je voulais vous offrir ça pour la fin des apéros fraîcheurs, vous donner la possibilité, si vous le souhaitez, d'avoir accès à une formation complète sur la conception des bâtiments par rapport à la surchauffe pour moins de 100 euros. Voilà. C'est difficile de faire beaucoup, beaucoup moins. Je vous dis même pas le prix qu'on la vendait habituellement, ça n'aurait pas de sens. Voilà. Alors, des questions, puisqu'il nous reste un peu de temps quand même. Ok. Laurent, tu as attendu avant de dormir les bonnes températures extérieures. Ça changeait à l'impossibilité de descendre plus la température interne au matin. Tu n'arrives pas à aller plus loin, quoi. Qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être les balayages. Après, bon, tu connais un peu le sujet, hein, mais souvent, j'ai vu que, chez moi, en tout cas, j'ai vu que c'était assez sensible de ne pas forcément tout ouvrir. C'est-à-dire de faire attention. Je ne sais plus si dans une précédente session, on avait fait ça. Finalement, on a besoin, comme on a besoin d'augmenter les balayages pour que l'air frais lèche les surfaces, de faire un point bas, un point haut, évidemment pas de porte fermée entre, mais qui soit opposé et de ne pas ouvrir les autres. De ne pas tout ouvrir. Voilà, de choisir un chemin finalement. Et parfois, avec quelques expérimentations, on trouve la configuration qui marche le mieux. Mohamed, j'ai un cas de client en collectivité qui utilise les écoles pour centres de loisirs cet été. Ils se plaignent des surchauffes et me demandent des solutions quasi immédiates pour baisser la température. Compliqué de leur proposer que le mec d'astreinte passe ouvrir toutes les fenêtres à 2 h du mat. On a autre chose que la clim à leur proposer. Eh ben Mohamed, je vais te dire. Mettre un mec d'astreinte qui passe. En général, il y a souvent des types qui passent de toute façon. On a le cas dans un lycée où il y a des rondes, où il y a des trucs comme ça. Et récemment, je discutais avec un responsable de lycée qui me disait franchement, si ça peut m'éviter d'installer une clim à plusieurs centaines de milliers d'euros ou de faire tourner les trucs, moi je suis prêt à payer quelqu'un. Après, c'est pas obligé que ce soit le type d'astreinte, mais c'est typiquement, je trouve, des discussions qu'il faut avoir avec les collectivités parce que c'est un enjeu majeur de qualité d'usage des espaces. Tu parles d'un centre de loisirs, c'est utilisé en centre de loisirs, c'est-à-dire qu'il y a des enfants dedans, il y a des gens qui bossent toute la journée et on paye bien des agences de sécurité pour aller vérifier, pour faire des rondes. S'organiser pour qu'il soit possible de faire un balayage, c'est largement ce qu'on fait de moins bête. Voilà. Donc, je trouve que peut-être c'est inhabituel, certes, mais c'est pas très compliqué. Et en tout cas, c'est de loin ce qu'il y a de plus rentable et le plus efficace. Ensuite,
en général, la plus grande difficulté, c'est la manière dont on gère la perception du risque d'intrusion. Je ne dis même pas le risque d'intrusion, parce que parfois c'est juste la perception qu'on peut en avoir, mais c'est vraiment finalement le plus gros sujet. Là, par exemple, en ce moment, alors je donne les exemples de chez moi, hein, mais j'ai un cas d'intrusion par un chat qui vient nous emmerder. Voilà. On a un problème d'intrusion d'une certaine manière. Et j'avoue que je ne sais pas très bien comment le gérer pour qu'on soit tranquille. Donc le sujet, en fait, de la surchauffe, c'est pas en général d'ouvrir. On peut, en général, de manière pas très compliquée, faire ouvrir. Les blocages qu'il y a sont des blocages culturels, d'habitude, etc. C'est pas habituel, voilà. Mais la plus grosse difficulté, je trouve, c'est vraiment cette histoire de pouvoir gérer ce qui est autour du risque d'intrusion. Et pour ça, on a vraiment beaucoup de chance quand on est dans une école, souvent, et dans les centres de loisirs, des choses comme ça, il y a souvent des impostes. C'est-à-dire, il y a souvent des ouvertures qui ne sont pas des fenêtres. Voilà. Donc ça vaut le coup d'aller à la chasse quand c'est comme ça. Tac. François, tu as déjà profité, effectivement, généralement la baisse dans mon appartement où j'ai la chance de pouvoir créer un courant d'air, c'est de 3 à 5 degrés. T'as beau avoir la flemme de tracer les courbes. Ouais. Ben, écoute, on fait comme on peut, François. Merci de ton témoignage, en tout cas. Laurent, quid de la température des murs en pierre qui se chargent en journée et rediffusent la nuit? Ben, oui, c'est possible. Hein. Origine de mon impossibilité de décharger plus. En fait, il y a une notion, là, c'est un peu court pour approfondir. On trouve ça dans la réglementation. Il y a la notion de... il y a l'inertie quotidienne et l'inertie séquentielle. C'est-à-dire qu'il y a, en fait, dans la structure de ta maison, il y a la première peau qui, elle, va osciller à l'échelle de la journée, qui va se charger. Et puis après, la grosse masse, celle qui va osciller plutôt à l'échelle de quelques jours, voire quelques semaines. Et c'est pour ça que quand on a commencé les apéros sobriété, donc il y a 7 semaines, c'était déjà même un petit peu tard, il y a des gens à qui je dis, en fait, on prépare la robustesse à la surchauffe dès la fin de la saison de chauffe. Ça peut être dès le mois de mars, en fait. Parce que, en fait, l'enjeu, c'est, à chaque fois qu'on va faire passer le bâtiment au-dessus de 17-18, c'est de la réserve de fraîcheur qu'on n'aura pas pour la suite. Et c'est pas impossible que dans un bâtiment lourd, Laurent, où il y a effectivement de la grosse masse, où tu peux pas aller chercher de la fraîcheur vraiment en profondeur, eh ben, je suis désolé de te le dire, mais peut-être que c'est mort jusqu'à la fin de l'été. Parce que tu auras du mal à déstocker vraiment en profondeur si c'est déjà monté assez haut. Pour que ça monte à 25, il a fallu quelques jours. Donc c'est probablement ça, oui. En revanche, tu peux aller chercher encore tout ce que tu peux comme balayage. Il y a souvent encore à explorer. Il peut y avoir des choses avec une cave. Il peut y avoir... voilà. Là, après, il faut regarder dans les détails. Hein. François, tu as essayé les ventilateurs. Ça peut être une piste. Ça peut. Avoir voilà, ce que tu consommes comme élec, comment ça marche. Vous trouverez également sur le blog un article sur le niveau, sur le bon usage des ventilateurs. Régis, pas coutumier des apéros. Eh bien, bienvenue. C'est le dernier, mais c'est pas grave, il y en aura d'autres plus tard. Petite question, désolé si c'est déjà évoqué. Dans un bâtiment tertiaire à ventilation mécanique, quand démarrer mon free cooling nocturne? On regarde les puissances électriques de ventilation en jeu. Serait-ce pertinent de lancer les CTA uniquement à 3h du matin, les couper à 6h et relancer au moment de l'occupation? Ok. Alors, la première chose, Régis, c'est d'abord que tu n'auras jamais, avec des CTA, des débits qui puissent arriver à la cheville des débits que tu obtiendras par un tirage naturel. C'est comme ça, c'est lié au dimensionnement. Les CTA, sous réserve qu'elles soient, alors je le dis quand même, hein, sous réserve qu'elles soient en bon état, on croise beaucoup de CTA qui sont censés avoir des volets qui permettent de fonctionner en air neuf, ou en air recyclé, et dont on découvre qu'en fait le volet d'air neuf ne fonctionne pas et que ça fonctionne toujours en air recyclé. Bref, sous réserve que tes CTA fonctionnent effectivement sur du tout air neuf, à ce moment-là, les débits que tu vas avoir, ça sera à tout casser de 2 volumes par heure, quoi. 2-3 volumes par heure. Si tu arrives à créer où que ce soit des tirages naturels,
tu auras facilement plusieurs dizaines de volumes par heure, voire des centaines de volumes par heure. Donc ça n'a rien à voir. Donc ta première priorité, c'est, quel que soit le bâtiment, tout ce que tu peux avoir en tirage naturel, soit transversal, soit vertical. Okay. Ensuite, la meilleure réponse que je puisse te faire, c'est essaye. Tu as une hypothèse, eh bien vas-y, essaye. Tu mets une minuterie, tu démarres à 3h du mat. Ouais, tu démarres à 3h du mat. Après, je vois pas bien pourquoi les relancer au moment de l'occupation. Si c'est pour des questions de qualité de l'air, je m'en méfierai. Je mesurerai la qualité de l'air pour voir si tu as besoin de faire tourner tes CTA, en tout cas de faire rentrer de l'air neuf. On revient à cette question de l'air neuf, parce que tout ce que tu feras rentrer comme air neuf en période chaude, ça sera du réchauffage. Et si tu n'as pas de problème de qualité d'air, de vrais problèmes, c'est-à-dire mesurés, eh bien, autant ne pas les faire tourner. Voilà. Ça, c'est du pilotage dans le vrai monde. Donc, essaye avec ton 3h, 6h si tu as envie d'essayer ça. Si tu es satisfait, eh ben, tu as déjà une bonne piste. Ensuite, tu peux prolonger, rajouter une demi-heure la semaine d'après pour voir ce que ça donne. Fais ça, fais des mesures avec cette histoire de température le matin. Tu trouveras sur YouTube l'enregistrement de par exemple celui de la semaine dernière. Et puis mène tes expériences. Voilà. Je peux pas te dire mieux, mais c'est ce qui fonctionne le mieux. Brice Armel, au niveau du choix des matériaux de construction, que proposais-je? Ma foi, c'est une question trop vaste pour qu'on puisse l'aborder en quelques minutes à la fin d'un apéro. J'en suis désolé. D'autant qu'il n'y a évidemment pas de réponse générique. Même les questions d'inertie, où on a une tendance un peu générale à dire « Ah, t'as pas vu le lien pour la formation ?» Je ne vous l'ai pas mis, le lien pour la formation? Si, on vous le remet. Il est plus haut. On vous le remettra après. Hein. Hop, il n'est peut-être pas passé sur LinkedIn. Hop. Comment je peux faire? On va demander aux collègues de le mettre. Du coup, je me suis interrompu. Oui, on a tendance à dire que plus il y a d'inertie, plus c'est robuste à la surchauffe. C'est pas forcément vrai. L'exemple de Laurent, par exemple, le montre. Il y a des cas où ça peut être contre-productif de mettre de l'inertie. Ça dépend un peu des climats qui, en plus, évoluent. Ça dépend des usages. Donc ça, c'est pas très simple. Voilà. Par contre, on aborde en profondeur, je le redis, hein, dans cette formation là sur 8 heures, là, on a le temps d'approfondir. En tout cas, les paramètres des matériaux qu'il faut regarder et qui permettent donc de faire le choix en toute connaissance de cause. Fallon, sur un site, ils ont baissé la température de soufflage des CTA à 16 degrés. J'imagine, avec une température extérieure supérieure à 25. Je trouve ça incorrect, mais étrangement, l'analyse fonctionnelle l'avait prévu. Qu'en penses-tu? Je ne sais pas trop te dire. Pour moi, température extérieure à 25 degrés, ça veut dire que si tu fais rentrer de l'air extérieur, il est à 25 degrés, tu n'es pas encore dans les températures où tu es censé climatiser. Voilà. La clim, c'est comme un extincteur. Voilà. C'est pas un truc qui est fait pour maintenir une consigne à 20 ou à 22. C'est quelque chose qui est fait pour rattraper les problèmes les plus extrêmes, c'est-à-dire qu'on devrait, même le gouvernement le dit, autant vous dire que c'est pas une mesure extrême, on ne devrait pas tenter de baisser en dessous de 26. Donc si tu as une température extérieure à 25, il n'y a pas de raison de souffler à 16. Voilà. Après, ça, c'est une réponse générale que je te fais un petit peu. Comment je vais faire? Attendez, je crois que je ne peux pas vous mettre les commentaires sur LinkedIn. On vous le met juste après. Pour ceux qui n'ont pas eu le lien vers la formation, on le met juste après sur LinkedIn. Et puis, on essaiera de vous taguer pour que vous l'ayez. Voilà. Ah ben voilà, il y a Amélie qui vient de le mettre. Voilà. Merci, Amélie, sur LinkedIn. Super. Oh, il y a tellement de questions, je me dis, on devrait refaire un apéro. Non, on avait dit qu'on arrêterait au 14 juillet. Voilà. Voilà, et vous pouvez le retaper, le lien, on vous le remettra. Nous avons un peu débordé, hein. C'est un apéro qui se prolonge un petit peu. En tout cas,
J'espère que ces sessions vous ont intéressé. Vous pourrez les retrouver en replay sur YouTube. On les monte à chaque fois. Si vous avez besoin de compléments, vous avez des questions, je vous rappelle qu'il y a sur LinkedIn un groupe qui s'appelle le groupe Design énergétique, dans lequel il y a de nombreux, soit passionnés, soit experts, soit les deux, du design énergétique, qui sont toujours enthousiastes de répondre aux questions, y compris et surtout, en fait, les plus tordues. Donc, n'hésitez pas à y aller, à vous y inscrire, à nous rejoindre. Du côté de 1Cube, on continuera à essayer de proposer des choses qui sont utiles, qui sont concrètes, qui sont efficaces, qui sont aussi éloignées que possible des généralités et des choses bullshit qu'on peut voir bien souvent sur ces sujets, parce qu'on a besoin de beaucoup plus. Laissez-moi vous remercier de votre présence, d'avoir suivi ces apéros. Merci à l'équipe d'1Cube aussi qui a permis d'organiser tout ça. N'hésitez jamais à nous contacter si vous avez les moindres questions, les moindres besoins en matière de problèmes énergétiques les plus tordus. On sera toujours ravis de chercher les meilleures solutions. Je suis sûr qu'on se reverra bientôt. D'ici là, laissez-moi vous souhaiter un très bel été. Ne cessez jamais d'expérimenter. C'est ce qu'il pourrait y avoir de mieux. Voilà, c'est ce qu'on a fait avec Régis. C'est vous les experts de vos propres usages. Ne l'oubliez jamais. Et ne l'oubliez pas non plus quand vous travaillez avec des usagers qui ont également leur expertise. Profitez de l'été, restez au frais et comme on le dit traditionnellement chez les designers énergétiques, je vous souhaite de faire le plein d'un maximum d'énergie positive et je parle bien entendu de la vraie. Salut, à bientôt, bonne soirée et bel été.